Alors que l'exécutif s'empêtre dans la crise des Gilets jaunes, une commission d'enquête a été ouverte sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite, une obsession qui permet d'éviter les réponses politiques au mouvement social et de faire l'impasse sur l'essentiel des violences commises par l'extrême gauche. Ingrid Levavasseur, tête de liste Gilets jaunes, abandonne le ralliement d'initiatives citoyennes. Si elle n'abandonne pas l'idée d'une candidature aux européennes, sa défection illustre les limites d'une hypothétique transformation électorale du mouvement. Stupeur à Bordeaux, Alain Juppé a décidé de quitter son fauteuil de maire pour rejoindre le Conseil constitutionnel sur proposition du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Une manœuvre très politique en vue des élections européennes. Madame, Monsieur, bonsoir. L'exécutif poursuit la chasse aux fantômes. Alors que le gouvernement s'empêtre dans la crise des Gilets jaunes, une commission d'enquête parlementaire a été ouverte sur les violences des groupuscules d'extrême droite, préférant passer sous silence les exactions des Black Blocs et autres militants de l'ultra-gauche. Élise Blaise. Noyer le poisson, voilà comment résumer l'objectif de la commission parlementaire sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite en France. Dès le début des manifestations de Gilets jaunes, l'exécutif a voulu à tout prix réduire et restreindre le mouvement social à une prétendue mobilisation groupusculaire. C'est d'ailleurs ce que disait déjà Christophe Castaner fin novembre. À l'appel de Marine Le Pen, qui avait invité les manifestants à venir sur les Champs-Élysées, effectivement, près de 5000 personnes sont mobilisées. Mais ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'ultra-droite s'est mobilisée, est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. Groupuscule extrême droite, Marine Le Pen, le gouvernement d'Emmanuel Macron n'est pas avare de raccourcis. Et ce n'est pas l'extrême gauche qui pourrait s'en plaindre. Alors que les Black Blocs profitent de chaque manifestation pour dégrader tout ce qu'ils trouvent et que des milices d'extrême gauche ne ratent pas une occasion d'attaquer tout ce qu'ils perçoivent comme des opposants politiques. Dernier événement en date, la nouvelle librairie rue de Médicis dans le 5e arrondissement de Paris, samedi dernier. Là encore, des militants d'ultra-gauche ont attaqué les salariés à coups de matraque et ont saccagé les vitrines. Mais point de commission d'enquête parlementaire sur les violences de ces groupes, au contraire. De quoi rappeler la commission d'enquête sur les attentats islamistes où l'ex-patron de la DGSE mettait en garde contre la montée de l'extrême droite après que des djihadistes venaient de tuer plus de 100 personnes. Cette fois, la commission d'enquête parlementaire est présidée par le député de l'Hérault de la France Insoumise, Muriel Ressiguier. De quoi comprendre pourquoi les violences d'extrême gauche l'intéressent moins. Parmi les 3 vice-présidents de la commission, on peut également compter sur le député de La République En Marche, Émilie Guérel, qui avait déjà fait forte impression pendant la campagne des législatives. Comment est-ce que ça se passe en termes de financement de cette campagne ? Je pense qu'on fait un emprunt, ouais. Ouais, c'est comme pour toutes les... Ouais. Les modalités restent encore à définir. Mais c'est encore à définir, oui. J'axerai sur 3 axes. Voilà, parce que nous avons beaucoup de périurbains. Ce que j'ai à dire, c'est que cela engorge notamment les autoroutes, etc. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur la mobilité. Je me propose en fait de co-construire mes propositions de loi avec mes citoyens, avec mes concitoyens, et que je ressemble à mes citoyens, à mes concitoyens. Autre figure remarquable de la commission et non des moindres, Majid El Guerab, ex-député de La République En Marche, qui avait plongé dans le coma le socialiste Boris Faure après l'avoir frappé à coups de casque de moto. Un homme qui aura sans doute une expertise pointue sur la pratique de la violence. Cerise sur le gâteau de la commission d'enquête, la présidente insoumise a eu l'idée de convoquer Marine Le Pen et Marion Maréchal. L'information ayant fuité, la présidente a finalement renoncé, expliquant vouloir créer un effet de surprise. Parmi les autres personnes auditionnées, on compte le locataire de la place Beauvau, Christophe Castaner, et Laurent Nunez, son secrétaire d'État. On retrouvera également David Doucet, l'ex-rédacteur en chef des Inrocks, qui vient tout juste d'être limogé après les révélations de cyberharcèlement auxquelles il s'adonnait dans la Ligue du LOL. C'est vrai qu'il vaut mieux en rire. Alors que les récupérations politiques vont bon train autour du phénomène Gilets jaunes, la liste du ralliement d'initiatives citoyennes a du plomb dans l'aile. Sa porte-drapeau, Ingrid Levavasseur, abandonne déjà la partie. Olivier Frère-Jacques. Ingrid Levavasseur renonce à porter la liste du ralliement d'initiatives citoyennes. Controversée au sein du mouvement, cette auxiliaire médicale a finalement décidé de quitter la liste dont elle avait été la figure de proue. Et si les raisons de ce départ restent floues, le désamour de la base du mouvement pour cette personnalité perçue comme docile vis-à-vis du gouvernement a probablement pesé dans cette décision. Un rejet de la base qui était palpable lors de ses passages dans les médias. Je ne voterai pas pour elle.
Pourquoi ? Je lui dis carrément, il faut qu'elle enlève son gilet jaune. Ben, je l'ai pas là. Elle a créé un parti politique, elle a pu, c'est fini, on n'en parle plus. Finalement, l'aventure électorale d'Ingrid Levavasseur auprès du ralliement d'initiatives citoyennes n'aura donc pas duré. Contestée, elle s'était vue reprocher un manque de sincérité dans sa démarche et de nombreux gilets jaunes avaient rapidement pointé du doigt l'inopportunité de la création d'un parti politique. C'était pas le moment de créer un parti politique, c'était pas maintenant. C'était de faire le buzz, vous avez gagné, vous avez fait le buzz, vous avez rencontré Madame la Ministre. Des propos qui aujourd'hui paraissent presque prophétiques. La défection d'Ingrid Levavasseur en dit d'ailleurs assez long sur ses intentions politiques. En effet, loin de fermer la porte à une éventuelle candidature aux élections européennes, l'aide-soignante âgée de 31 ans affirme ne pas renoncer à se présenter sous d'autres couleurs. En disant vouloir repartir sur de bonnes bases, en compagnie de ses concitoyens gilets jaunes ou non, Ingrid Levavasseur semble ainsi disposée à lancer une nouvelle initiative ou même à raccrocher le wagon d'une liste déjà existante. Plusieurs de ses colistiers avaient déjà quitté le navire avant elle, témoignant de la précarité de l'initiative qui tente de faire passer un cap électoral au mouvement et qui entre finalement en contradiction avec l'essence même du mouvement qui se veut apolitique. Alors que les mobilisations pourraient connaître une baisse de régime pour l'acte 14 prévu samedi, notamment du fait d'une certaine lassitude et de la confusion entretenue par la récupération politique de l'extrême gauche, la défection d'Ingrid Levavasseur semble entériner l'incapacité du mouvement à se muer en formation électorale. L'heure de la retraite a sonné pour Alain Juppé. Après de nombreuses années passées à la mairie de Bordeaux, l'ancien Premier ministre va faire son entrée au Conseil constitutionnel pour remplacer Lionel Jospin. Une surprise qui confirme le rapprochement entre les juppéistes et l'exécutif. Alain Juppé raccroche ses gants bordelais, pressenti pour briguer un 5e mandat à la tête de la capitale girondine. L'ancien Premier ministre a surpris tout le monde mercredi. En retrait de la vie politique nationale depuis sa défaite à la primaire des Républicains en 2016, Alain Juppé s'est vu proposer un siège au Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Une offre immédiatement acceptée par le futur ex-maire de Bordeaux, après plus de 20 ans passés à la mairie girondine. Cette nomination coïncide avec le renouvellement de 3 sièges du Conseil constitutionnel à la fin février. Ainsi, il succédera à un autre ancien Premier ministre, Lionel Jospin, qui siégeait au constitutionnel depuis janvier 2015. Une décision soudaine qui a surpris les Bordelais. Je crois qu'il a toutes les qualités requises pour aller à ce type de poste. Entre sa bonne connaissance de l'État et sa sagesse, je crois que c'est très bien. Il est libre de ses choix. Donc ça me surprend. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait digne de ce qu'il a voulu être pendant une grande partie de sa carrière. Donc il s'en va. Ça laissera la porte ouverte à une bagarre plus équitable sans doute dans ceux qui voudront lui succéder. Toutes les qualités requises pour un poste pas digne de ce qu'il a voulu être pendant une partie de sa carrière politique. Il faut dire que le Conseil constitutionnel ressemble davantage à un cimetière des éléphants qu'à une réelle institution pesant sur la vie politique. Son pouvoir se limitant au respect de la Constitution et à un strict devoir de neutralité. Si les plus fidèles soutiens du maire de Bordeaux évoquent une fierté, d'autres semblent plus réticents, notamment du côté de la France insoumise. En effet, le député de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, n'a pas hésité à rappeler le passé politique tumultueux d'Alain Juppé, faisant référence aux grandes grèves de 1995 contre la réforme des retraites et de la sécurité sociale, et à sa condamnation pour l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris, ayant conduit le proche de Jacques Chirac à l'exil au Canada. Pas forcément la meilleure entrée en matière pour intégrer le Conseil des sages. Cependant, à travers cette retraite dorée promise à Alain Juppé, d'aucuns y verront avant tout une manœuvre très politico-politicienne. En effet, cette décision confirme le rapprochement opéré depuis 2017 entre Alain Juppé, bon nombre de ses soutiens et le président Emmanuel Macron. Rapprochement dont le symbole le plus évident fut la nomination à Matignon de son ancien protégé, Édouard Philippe. Avec ce nouvel appel du pied lancé par la majorité aux juppéistes, le doute n'est plus permis quant aux réelles intentions alors que les élections européennes approchent à grands pas. Il s'agit de montrer l'ouverture d'esprit de la Macronie et même la totale compatibilité entre les deux courants de pensée. D'autant que la nomination de François-Xavier Bellamy à la tête de la liste des Républicains pour la campagne européenne laisse une voie royale pour des petits arrangements entre la majorité et l'aile droite centriste qu'occupe Alain Juppé. Une alliance qui pourrait également permettre à La République En Marche d'envisager une victoire en terre bordelaise lors des municipales de 2020.
Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Thomas Lerue. Christophe Detingé envoyé au tapis par le système judiciaire. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu sa décision mercredi. Christophe Detingé écope de 30 mois de prison, dont 18 mois avec sursis, pour avoir passé à tabac 2 gendarmes en marge de l'acte 8 des Gilets jaunes le 5 janvier dernier. À la barre, ce père de famille de 37 ans, fonctionnaire territorial en Essonne, regrettait son geste. Il a répété qu'il n'était pas un casseur de flics et a fini par demander pardon. Le boxeur Gilet jaune passera donc 1 an derrière les barreaux, mais devrait bénéficier d'un aménagement de peine en semi-liberté pour garder une vie professionnelle et familiale. Le soutien des Français aux Gilets jaunes s'effrite. Selon une enquête du cabinet d'études ELAB publiée mercredi pour BFM TV, c'est la première fois depuis le début du mouvement en novembre qu'une majorité de Français pense qu'il doit prendre fin. Si la sympathie pour les Gilets jaunes reste majoritaire au sein de la population, plus de 43% des interrogés considèrent que la mobilisation doit se poursuivre, soit 11% de moins en un mois. Ceux qui se sentent Gilets jaunes considèrent pour leur part massivement que les manifestations portent toujours leurs revendications initiales. Emirates coupe les ailes d'Airbus. Le constructeur aéronautique européen a annoncé jeudi la fin de la production de son vaisseau amiral, l'A380, dont les livraisons cesseront en 2021. Cette décision fait suite au choix de la compagnie Emirates de réduire sa commande de 39 à 380. En dehors des livraisons pour Emirates, l'A380 n'est plus assez demandée, une manœuvre qui a affecté les résultats financiers d'Airbus pour l'année 2018, avec un impact négatif de 463 millions d'euros sur le bénéfice opérationnel. Malgré cela, Tom Enders, le président exécutif d'Airbus Group, affirme qu'Airbus est sur une solide trajectoire de croissance. Total esquive le droit de grève. Alors qu'une grève générale paralysait mercredi la Belgique, la direction du site Total Petrochemicals près de Charleroi a proposé une compensation financière de 560 € bruts à ses salariés pour qu'ils viennent tout de même travailler. La direction de cette entreprise qui produit des matières dangereuses voulait ainsi garantir la sécurité du site pétrolier et permettre une reprise normale des activités. Une proposition qui s'avère efficace. 120 des 150 employés étaient à leur poste, mais plusieurs syndicats belges ont accusé l'entreprise de contourner le droit de grève. Parent 1 et parent 2 dans le Code civil. La reconnaissance de l'homoparentalité dans les formulaires scolaires, adoptée mardi par l'Assemblée nationale via un amendement La République En Marche, a provoqué l'ire d'élus des Républicains et du Rassemblement national. Cette proposition du député LREM Valérie Petit a été approuvée contre l'avis du gouvernement, comme l'a exprimé le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Synonyme de mesure d'égalité sociale pour les uns ou effroyable fantasme idéologique pour les autres, l'amendement pourra toutefois être modifié, voire supprimé au cours de son passage au Sénat. Intervention française au Tchad. Dimanche, quelques 500 hommes de l'Union des forces de la résistance se sont rendus aux forces tchadiennes, scellant la défaite de l'offensive rebelle dans le nord du pays. Une victoire entièrement obtenue grâce à l'intervention musclée de l'aviation française. Aucun soldat tchadien ne s'étant mêlé au combat. Mardi, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a justifié l'intervention devant l'Assemblée nationale, assurant qu'il s'agissait d'empêcher un coup d'État contre Idriss Déby, principal allié de la France dans la guerre contre les islamistes au Sahel. L'explication apparaît pour beaucoup légère. L'État islamique ne ferait plus qu'1 km². Les derniers djihadistes de Daesh sont actuellement contenus sur un territoire d'un peu plus de 100 m² dans l'est de la Syrie. Une opération finale pour anéantir cette portion de terroristes a été retardée suite aux fortes résistances du groupe et aux femmes kamikazes adeptes d'attentats suicides. Appuyés par la coalition internationale emmenée par Washington, les combattants kurdes et arabes des forces démocratiques syriennes ont finalement lancé samedi leur offensive finale contre la poche djihadiste. Pour la Saint-Valentin, la pilule contre le chagrin d'amour arrive en France. Utilisée dans un premier temps pour soigner les chocs post-traumatiques des victimes des attentats, le propranolol, ou pilule de l'oubli, s'élargit pour soigner les ruptures amoureuses. Face à des résultats prometteurs, le psychiatre canadien Alain Brunet est en train de former des médecins français pour soigner les cœurs brisés de l'Hexagone. Un cachet qui atténue fortement les émotions et qui transforme le traumatisme en un souvenir difficile mais vivable. Dans un instant, notre Zoom du jour, le journaliste économique Pierre Jovanovic évoque l'incroyable liquidation judiciaire de l'imprimerie Arjowiggins qui produit les passeports, les cartes grises et les chèques de banque de la France.
C'est exactement ce qui s'est passé avec cette imprimerie. C'est absolument scandaleux. C'est un des derniers bastions de l'État, je veux dire un fleuron de l'État qui vient de la France, hein, qui vient de tomber littéralement. Je trouve ça mais gravissime, mais en même temps je ne suis pas du tout surpris. Et c'est signé, hein, c'est 4 mois avant les élections européennes. Voilà. Hors de question qu'on fabrique du papier qui pourrait nous permettre de réimprimer notre monnaie. Et il existe encore, je pense, alors je ne sais pas si à Chamalières il fabrique du papier, je sais qu'il fabrique de la monnaie, mais là aussi on a perdu toute capacité à réimprimer des billets de banque. Ce qui est absolument invraisemblable. Et mettez ça en parallèle avec notre incapacité aujourd'hui à fabriquer des armes. Et ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent l'incendie chez Richard Ferrand, l'absence d'informations à propos des profanations d'églises et la Ligue du LOL. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Je connais un professeur de piano à peu près de mon âge, c'est-à-dire avec une certaine expérience, que j'ai rencontré lors d'un concert à la ville voisine et qui est venu me voir chez moi au village la semaine passée. Nous avons eu une conversation vraiment très intéressante. Comme je lui décrivais les efforts souvent inutiles que déployaient certaines mères d'enfants gâtés pour faire apprendre les rudiments du solfège à des gosses qui apprenaient ça un peu comme les maths ou la géographie, je veux dire sans plus d'intérêt, il m'a dit « mais malheureux, vous avez raison, mais il ne faut pas les décourager car c'est eux qui nous font vivre. Nous, les profs de musique, nous sommes là pour entretenir l'illusion que ces gosses vont pouvoir interpréter un concerto à 13 ans, mais en fait non, enfin presque jamais, en tout cas pas ceux-là. Autant vous le dire, et je sais que vous, ça ne va pas vous choquer, me dit-il, avec les années, je suis devenu convaincu que tout est génétique, même et surtout l'apprentissage de la musique, enfin je veux dire le don, et je vais vous révéler un truc qui explique pourquoi les professeurs de musique sont comme les médecins de Molière, ils se prévalent de ce que fait la nature, et quand ça ne marche pas, ils disent que l'enfant n'a pas été assez docile. En fait, toute la réputation d'un professeur de piano, ou de violon, ou de guitare, mais prenons le piano puisque c'est mon domaine, toute la réputation, dis-je, repose sur le fait que certains de ses élèves sont devenus excellents tout seuls en 2 ou 3 ans. Du coup, les autres parents se disent « parfait, parfait, j'inscris mon fils chez le même professeur afin que lui aussi joue Chopin divinement à 9 ans et demi ». Mais ça ne marche pas comme ça du tout. Il y a ceux chez qui ça vient tout seul, en effet, et les autres. Les bons professeurs sont ceux qui ne dégoûtent pas l'enfant au début et qui éventuellement le corrigent s'il bâcle un peu, mais le meilleur des professeurs est incapable de transformer un cheval de trait en pur sang. En musique, c'est pire que dans les autres domaines. Il y a des enfants très bons sans effort, et des enfants qui comprennent naturellement comment ça se passe, qui voient la musique comme une espèce de paysage, comme une maison, qui s'amusent dans toutes les pièces, qui découvrent. Et quand vous vous apercevez que vous avez un gosse comme ça entre les mains, je vais vous parler franchement, le problème est de le garder suffisamment auprès de vous pour qu'il vous fasse une bonne publicité, tout en ne gâchant pas sa carrière, parce qu'il y a un moment où il aurait besoin d'un meilleur professeur que vous. Et c'est pas si rare. C'est d'ailleurs là tout le paradoxe. Les élèves qui vous font de la pub sont ceux dont vous vous séparez le plus vite. Et ceux qui vous font vivre, qui vous assurent votre salaire, sont ceux que vous suivez pendant 10 ans. Et je vais vous dire, c'est encore pire que ça. Vous finissez par détester les musiciens qui jouent comme ça décemment, mais simplement parce qu'ils sont intelligents. Vous savez, ceux qui regardent la partition tout le temps, qui jouent jamais rien, le nez en l'air pour le plaisir. Un moment, je faisais justement ce test. Je disais à des enfants qui apprenaient la musique avec moi depuis 1 an, je vais te faire entendre une chanson ou un petit air de Schumann, puis tu vas essayer d'improviser des variations autour de ce que tu entends. J'ai arrêté très vite parce que le test était accablant pour la plupart. Vous aviez des gosses assez fiers, là, devant leur famille, d'interpréter un petit Chopin. Mais le jour où vous leur demandiez de faire ce qui leur passait par la tête, sans partition, vous aperceviez qu'il ne passait rien par leur tête. C'était le désert. Et je vais vous dire un truc qui va vous amuser pour votre chronique, puisque vous parlez souvent là du Pinocchio de la politique française, le président Macron. Vous savez qu'il est pianiste.
Si, il a fait 10 ans de piano, me dit-il, enfin il paraît. Il est exactement dans cette catégorie-là, parce qu'il y a un truc extrêmement bizarre. Par déformation professionnelle, j'ai cherché sur Internet pour le voir jouer, même à 17 ans, même lors d'une fête de fin d'année. Mais alors, rien du tout, on ne trouve rien. Il y avait pourtant des caméscopes à l'époque, des parents d'élèves qui filmaient, mais depuis qu'il est élu, on n'a trouvé aucune bande qui le montre en train de jouer. Bon, alors, je ne vais pas faire mon complotiste, c'est possible après tout, mais ce qui est moins compréhensible, c'est que frimeur comme il est, m'as-tu vu comme il est, alors qu'on nous dit que ça fait partie de ses talents, on l'a jamais vu faire son numéro au piano, même pour des variations au clavier sur Happy Birthday. Eh bien, je vais vous dire, me dit-il, c'est parce qu'il ne sait pas faire sans partition, c'est un bachoteur, il n'a pas la portée devant lui, il ne sait rien faire. Et encore, il a besoin probablement de répéter, sans ça, on l'aurait vu jouer dans tous les portraits télévisés qu'on a pu visionner. C'est ce que j'appelle ça les pianistes de curriculum vitae. Ça fait bien dans un curriculum, mais ça fait aucun bien à la musique. Ce qui fait du bien à la musique, c'est les gens nés comme ça. Mais si vous dites un truc pareil, me dit-il, à l'inspection académique, on vous dit, mais malheureux, on ne naît plus musicien de nos jours, c'est fini. Vous pensez, on en est à se demander si on naît homme ou femme. Alors, c'est pas le moment de nous dire que le don de départ, ça existe, vous êtes fous. Eh bien moi, me dit-il, depuis ce jour-là, je suis entré en résistance. Et moi, en le quittant, après cette conversation, je lui ai demandé où on s'inscrivait pour faire partie de son maquis de résistants là. Il m'a dit, je vous le ferai savoir, mais ça s'organise. Dès que les pianistes de curriculum auront dégagé, on va faire monter les gens qui ont du génie. Et il m'a semblé qu'il utilisait là une métaphore. Je ne sais pas laquelle. Abonnez-vous, merci. Chaque année, à la fin du mois de janvier, se tient en Suisse le célèbre Forum de Davos. Les grands de ce monde, au bord des pistes de ski, échangent sur l'avenir de l'économie mondiale notamment. Parmi tous ces grands de ce monde, certains n'ont pas participé aux festivités. Donald Trump, Theresa May, Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, Xi Jinping, pardon, j'ai dû faire probablement une petite erreur, je ne suis pas sûr qu'il faille loger Emmanuel Macron dans les grands de ce monde. En bref, tout cela ôte une certaine crédibilité à ce grand raout mondano-politico-économique, puisqu'il manque des acteurs très importants de la vie économique mondiale. Le politique se déciderait-il enfin à prendre le pas sur l'économique au point de bouder éventuellement un grand congrès comme celui de Davos ? Au niveau mondial, l'heure est à la remise en cause du libre-échangisme effréné et nombreux sont les peuples à réclamer un retour au bon sens et aux priorités nationales, alors même qu'ils ont le sentiment de ne pas peser grand-chose dans les mécanismes qui les dépassent très largement. Dans ces conditions, s'afficher dans ce club de riches qu'est Davos serait probablement une faute politique grave, notamment pour un président englué dans la crise sociale comme l'est Emmanuel Macron. Pour autant, ne nous y leurrons pas, il y a encore du chemin à faire pour que le politique prenne les rênes, reprennent vraiment les rênes et Emmanuel Macron ne rêve certainement que d'une seule chose, retourner dès l'année prochaine à Davos, mais cette fois-ci vêtu d'une combinaison jaune. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. À très bientôt.